Cercle Blaise Pascal, entretien vérité avec Gauthier Boucher, entretien sans montage ni trucage. Bonjour. Bonjour. Donc merci de nous accorder cet entretien. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui croient vous connaître et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Gauthier Boucher, comme vous l'avez dit. J'ai 29 ans, je suis historien de formation. Je termine actuellement une thèse de doctorat sur le légitimisme, c'est-à-dire le royalisme ultra dans l'Ouest français. Je suis très impliqué depuis une dizaine d'années à peu près dans la vie politique au sein du Front National, dont je suis un élu local à Saint-Nazaire. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire. Et je travaille également pour le Front National au sein du groupe au Conseil régional des Pays de la Loire comme collaborateur d'élu. Et à côté de ça, eh bien, j'essaie de m'intéresser au monde des idées, un petit peu aussi au monde des sciences naturelles notamment. Je suis assez éclectique dans mes centres d'intérêt, je dirais. Alors justement, vous avez parlé des choses intellectuelles. D'une manière générale, quelles sont ou quelles seraient vos références intellectuelles et pour quelles raisons? C'est assez éclectique, c'est pas strictement français d'ailleurs, mais je dirais c'est plutôt des références politiques que littéraires. J'ai pas une très forte culture littéraire. Je suis peut-être un littéraire dans ma manière de penser, de voir le monde, mais j'ai pas une très grande culture littéraire. J'ai plus une culture scientifique paradoxalement. Mais des hommes qui sont à la fois littérateurs et hommes politiques, comme pouvait l'être Charles de Gaulle, le général de Gaulle, Léon Gambetta, qui est un des pères fondateurs de la République française, mais qui était aussi ce qui n'existe plus trop maintenant, c'est-à-dire un orateur, un théoricien aussi, quelqu'un qui est un théoricien du républicanisme. Puis je ne sais pas, dans les littérateurs purs, je pourrais dire Orwell, parce que j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup lu et relu 1984, qui est pour moi une œuvre fondatrice, puisque j'ai aussi un intérêt pour la science-fiction, donc c'est assez lié. Et j'aurais bien du mal comme ça à trouver des littérateurs qui m'aient influencé vraiment. Ma culture est plutôt politique que littéraire, Donc, stricto sensu. si vous avez donné deux figures politiques, vous avez donné Charles de Gaulle et Charles de Gambetta. Gaulle, Léon Gambetta, je dirais aussi Jean Jaurès, même si par honnêteté intellectuelle, j'avoue que je n'ai pas lu, j'ai très peu lu Jean Jaurès. Mais je connais sa pensée. Et sa pensée, on peut dire, m'influence, même si je ne l'ai pas lu directement, quoi. Alors tout à l'heure dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes membre du Front National. Euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce mouvement, comment vous le définiriez? Il me semble que c'est un mouvement. Alors, les analystes, les politistes diraient populiste, même si nous, on rejette le terme, même si la plupart des hommes politiques, quand on leur dit qu'ils sont populistes, rejettent le terme. Moi, personnellement, si on me dit populiste, ça ne me choquerait pas, ça ne me gênerait pas. Ça reste le parti, je pense, de la défense des catégories populaires et des classes moyennes, avant tout. Ce qui forme la majorité de la population, ce qui forme la majorité du système productif. Ça doit faire 13 ou 15 millions de personnes en France. C'est un parti interclassiste, c'est-à-dire qui ne fait pas la distinction dans les classes sociales, qui fusionne les classes sociales. Et ça se rencontre encore dans son encadrement, alors pas forcément l'encadrement en haut du parti, mais l'encadrement local, les candidats aux élections, les élus locaux. On peut être contremaître, boulanger, ouvrier ou tout à l'inverse, professeur, artiste, et être quand même candidat élu du Front National. C'est pas quelque chose qui est incompatible. Parce que c'est un parti qui arrive bien à défendre une majorité de Français et à les représenter dans ces instances, dans ces cadres. Très bien. Alors, suite à la défaite prévisible de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2017, beaucoup l'ont expliqué en avançant l'abandon des fondamentaux. Alors pourtant, Jean-Marie Le Pen, bien que défendant ces fameux fondamentaux, n'a jamais réussi à gagner lors des élections de 1974, 88, 95, 2002, 2007. La raison ou les raisons de la défaite de 2017 ne sont-elles pas à chercher ailleurs? Je pense que c'est plus compliqué qu'une question de fondamentaux, pas fondamentaux, ou de front du Nord, front du Sud, pour reprendre ce qui est c'est une dialectique des médias quand même.
Euh, il y a effectivement des fondamentaux de rapport aux politiques migratoires, des fondamentaux sécuritaires, des fondamentaux de rapport à l'islamisme et même à l'islam tout court, que le Front National a historiquement et que pour moi il n'a pas abandonné parce que Marine Le Pen serait candidate et que ce ne serait plus Jean-Marie Le Pen. Pour moi, les fondamentaux, ils sont restés. Maintenant, Marine Le Pen a cette différence avec Jean-Marie Le Pen, c'est qu'elle a réussi à élargir en quelque sorte le spectre des thèmes qui étaient évoqués par le Front National pour en faire autre chose qu'une sorte de syndicat d'opposition à l'immigration, de parti d'opposition à l'immigration. Le Front National reste profondément anti-migratoire et c'est sain qu'il le reste parce qu'il est la seule force politique de masse qui soit contre l'immigration actuellement en France, mais il devient aussi une force de défense de la ruralité, par exemple, de cette France périphérique, contre les métropoles. Ça devient aussi une force de défense du fonctionnariat, des services publics à la française, et puis d'une France souveraine, indépendante face à une construction européenne qui s'est profondément dérégulée ces dernières années. Et le fait d'ajouter ça au programme ou de mettre le marqueur dessus, puisque ces choses-là existaient avant dans le programme, mais elles étaient moins prégnantes, le fait de surligner ça, à mon sens, ça n'enlève pas les fondamentaux du Front National, ça se surajoute aux fondamentaux. Comme le fait de parler d'écologie ou d'école, ou, ou de préciser notre politique étrangère, ça n'enlève rien aux fondamentaux, ça les crédibilise en quelque sorte. D'accord, mais par rapport à ma question, la raison de la défaite de 2017, Mm. elle tient pas à l'abandon des fondamentaux, apparemment, mais alors à quoi elle tient cette défaite? Elle tient à plusieurs facteurs. Elle tient à l'émergence d'Emmanuel Macron. Euh, Elle tient, je pense, à une lassitude des Français qui, avec la séquence des primaires de la droite et de la gauche depuis l'automne 2016, étaient extrêmement lassés des séquences électorales, qui n'ont pas forcément compris l'intérêt, pas tant pour l'élection présidentielle, mais pour les élections législatives qu'on suivit, par exemple. Et puis, des faits d'accord, mais c'est quand même aussi un record historique en suffrage en voix pour le Front National, puisque nous n'avions jamais eu autant, et que là, nous finissons au premier tour avec à peu près 21% des voix. En nous disant, c'est moins que ce que les sondages prévoyaient. D'accord, mais si on regarde finalement les sondages de 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, on était entre 23 et 24% en mars 2011, pour finalement finir à 18. Donc ça n'est pas tellement différent que cette année d'être à 26 pour finir à 21, ce qui est très honorable. Et puis on finit quand même au second tour avec 11 millions de voix. Un tiers des Français qui sont convaincus par Marine Le Pen, y compris d'ailleurs une partie de l'électorat de droite de François Fillon et une toute petite partie de celui de Jean-Luc Mélenchon. Moi je trouve que c'est une performance. C'était de toute façon une victoire très difficile à obtenir, la marche était très haute. Alors les raisons de la défaite, elles sont multifactorielles, mais même si officiellement on était dans un état d'esprit optimiste en disant qu'on allait gagner, dans notre fort intérieur on savait que ce serait difficile. Donc, Et est-ce que le débat du deuxième tour avec Emmanuel Macron n'a pas accéléré ou précipité ou mis le doute chez certaines personnes, on va dire, de la droite classique, quant à la capacité de Marine Le Pen de représenter le pays à l'étranger? Parce qu'au cours de ce débat, elle a quand même manqué à la fois de maîtrise sur les sujets, sans parler d'un comportement qui était, on va qualifier, d'assez étonnant pour ne pas dire plus. le débat ça a un petit peu joué naturellement, même si Marine Le Pen a eu la lucidité de reconnaître que c'était, je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement les termes, enfin, qu'elle n'avait pas fait un très bon débat, elle a fait une sorte de mea culpa, ce qui est un exercice assez rare en politique, où on a toujours tendance à faire de la langue de bois, à se valoriser soi-même. Elle a fait un exercice d'intelligence remarquable pour le coup. Euh, le débat a dû jouer un petit peu, bien sûr, mais enfin, s'il a joué chez des gens de droite qui monnayaient en quelque sorte leur soutien à Marine Le Pen, je veux dire, c'est pas. Bien sûr qu'il faut rassembler toutes les voix, mais
à un moment donné, c'est pas notre faute si un certain nombre de gens de droite sont frileux sur cette question, s'ils estiment peut-être que s'ils votent Fillon ou Macron, ils se préserveront de la PMA, de la GPA, d'un certain nombre de choses que le gouvernement nous prépare, que Marine Le Pen, si elle avait été élue présidente, ne serait pas en train d'enclencher à l'heure actuelle. Parce que ce n'est pas Marine Le Pen qui est en train de faire la PMA ou la GPA, c'est Emmanuel Macron pour lequel, dans certaines communes très classées à droite, à Versailles, à Chatou, au Vésinet, on a voté aux 3/4 ou à 80%. Donc d'accord, Marine Le Pen a un petit peu été un petit peu légère parfois dans le débat. Encore qu'elle a eu une certaine préscience sur plusieurs thèmes, quand elle a parlé des APL, quand elle a parlé de la hausse de la CSG, quand elle a parlé de notre politique industrielle avec les chantiers navals de Saint-Nazaire. Elle a dit des choses qui se sont révélées exactes 2, 3 ou 4 mois après. Ça on n'en parle pas assez. Mais d'accord, elle a parfois été un petit peu étonnante, plus dans la forme que dans le fond, à mon avis. Mais si c'est juste un débat qui influence le vote des électeurs, notamment des électeurs de droite, c'est bien triste pour les électeurs en question qui, pour le coup, n'ont pas une vision de la politique par le haut, qui s'arrête à un seul débat, qui voit la politique par le petit bout de la lorgnette. C'est malheureux pour ces gens-là, je dirais. Alors une deuxième et dernière question, cette défaite du Front National. Alors plusieurs membres du Front National ont expliqué que cette défaite était due à la ligne défendue par Philippot, c'est-à-dire que le Front National a suivi la ligne Philippot au détriment des fondamentaux. Pourtant, lors d'un passage chez RMC, dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, Louis Alliot avait déclaré que le FN n'avait pas attendu Philippot pour adopter une ligne plus sociale et souverainiste. Alliot a même enfoncé le clou en expliquant qu'il avait à la disposition des observateurs politiques des textes de Marine datant de 2002 qui expliquaient ses positions sociales, souveraines, etc. Alors la question c'est la ligne qui a été suivie par le Front National au cours de l'élection présidentielle de 2017, c'est la ligne imposée par Philippot, ou au contraire c'est la ligne imposée par Marine, et Philippot y aura apporté quelques éléments en plus. En fait, parce que ma question, elle est double, c'est-à-dire que si c'est la ligne de Marine, c'est-à-dire que c'est elle qui est responsable. C'est la ligne de Marine, effectivement. Ligne Philippot, pour moi, c'est un vocable médiatique, c'est une simplification médiatique. Il y a une sensibilité, on peut parler d'une sensibilité Philippot, plutôt républicaine, plutôt souverainiste, qui tire son origine du gaullisme, qui est plutôt social, plutôt étatiste. C'est une sensibilité, mais ça n'est pas Philippot qui l'a mise en place, cette ligne-là. C'est effectivement une ligne qui dérive, selon moi, qui est issue de ce marinisme du temps de Jean-Marie Le Pen, quand Marine Le Pen n'était pas encore présidente du Front National, mais quand elle le théorisait à travers Génération Le Pen à partir de 2002, dans son livre À Contre-Flot à partir de 2006. Voilà, tout ce marinisme de la fin des années 2000 qu'elle va mettre en place à partir de son élection à la tête du Front National en 2011, c'est elle qui le définit. C'est pas Philippot qui le crée. Philippot précise, à mon avis, la doctrine sur certains thèmes, sur les services publics, sur la fonction publique, sur notre rapport à l'Union européenne. Il est sans doute plus radical pour le coup. C'est-à-dire qu'on passe d'une pensée qui est alter-européenne pour une autre Europe à une pensée eurosceptique. C'est-à-dire une pensée qui ne croit pas au bien fondé de la forme actuelle de la construction européenne ou de toute construction européenne tout court. Ça, Philippot le précise, et pour le coup, il imprime une sensibilité. Mais la ligne, ça reste la ligne Marine Le Pen. Dire la ligne Philippot, c'est aussi dire implicitement que Marine Le Pen n'est pas capable d'avoir une pensée propre, n'est pas capable d'avoir une ligne politique qui soit la sienne. Et quelque part, c'est une critique en creux des capacités de gouvernement de Marine Le Pen. C'est pas anodin de dire ligne Philippot, ligne Marine Le Pen, puisque Philippot n'était pendant 5 ans que le numéro 2 du Front National, c'était pas le numéro 1. Le numéro 1, d'ailleurs, classiquement, on dit qu'il n'y a pas de numéro 2 au Front National. Le numéro 1, c'était Marine Le Pen. C'est elle qui a imprimé la ligne. Il y a eu des sensibilités à côté, mais cette sensibilité, selon moi, c'était plutôt un atout durant la campagne présidentielle,
à condition que le mouvement et surtout la candidate, puisque l'élection présidentielle c'est la candidature d'une candidate ou d'un candidat, pas d'un mouvement, à condition que la candidate elle marche sur ses deux jambes, ce qu'elle a fait Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen a été à la fois souverainiste dans ses meetings, dans ses interventions publiques, dans ses communiqués, et identitaire. Voilà, elle est restée attachée aux fondamentaux tout en élargissant son spectre de thématiques pour montrer que c'était vraiment une femme d'État, quelqu'un qui pouvait demain gouverner la France. Si on reste sur ces deux jambes, selon moi, il n'y a pas de mal à être, il n'y a pas de mal à, enfin, la question ne se pose plus maintenant que Philippot est parti, mais il n'y aurait pas de mal théoriquement à être souverainiste et identitaire, à faire du Front National ou de ce qu'il en adviendra à l'avenir une formation qui marche sur ces deux jambes-là, qui ne sont pas d'ailleurs des jambes droite et gauche, mais qui sont simplement un rapport sain à l'identité, un rapport sain à la souveraineté, une réciprocité des deux, que nous ne souhaitions pas une identité sans souveraineté, parce que ce serait une identité folklorique, et que nous ne souhaitions pas une souveraineté sans l'identité, qui serait une souveraineté purement nominale, purement juridique. C'était ça le talent de Marine Le Pen durant la campagne présidentielle. Maintenant, le fait que Philippot parte, ça change un peu les choses, mais le parti, après tout, va se recomposer avec d'autres figures. Voilà, c'est Philippot qui part avec une soixantaine ou une cinquantaine de personnes. C'est pas le Front National, c'est pas la moitié du Front National qui part. Alors aujourd'hui, le clivage droite-gauche est-il encore pertinent? Parce que certains observateurs et acteurs de la vie politique française, même dans les milieux patriotes ou nationaux, lui préfèrent le clivage mondialisme versus souveraineté. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il existe un clivage mondialisme versus souverainiste identitaire. Patriote, en gros, c'est le terme le plus petit dénominateur commun, les gens qui sont attachés à la patrie. Aux patries au pluriel, c'est-à-dire aux patries partout dans le monde. Lorsqu'on est attaché à l'identité, à la souveraineté de notre peuple, on l'est implicitement à celle de tous les autres chez eux. Concernant le clivage droite-gauche, je pense qu'il s'est sérieusement érodé depuis ces dernières années, même pas ces dernières décennies, mais depuis ces dernières années, depuis tout un tas de choses, mais depuis significativement à la fin des partis institutionnels de droite et de gauche, c'est-à-dire la fin ou la quasi-fin du Parti socialiste et des Républicains. Maintenant, même si ce clivage existe beaucoup moins dans le spectre politique, je pense que dans la pratique électorale des Français, dans leur inconscient et dans leur conscient tout court, ça reste un clivage qui existe. Quand vous faites de la politique à l'échelle locale dans un conseil municipal, par exemple, ça existe le clivage droite-gauche. Il y a des gens qui sont plutôt de droite, des gens qui sont plutôt de gauche. Mais au niveau d'une localité, ça se manifeste comment? Suivant que vous soyez dans l'opposition de la majorité, vous verrez bien en face des gens qui sont de droite et de gauche, qui ont un rapport souvent très dogmatique vis-à-vis de vous. Enfin, moi je le dis, je suis un peu partial dans mon analyse parce que je suis conseiller municipal d'opposition, Front National, dans une ville gérée historiquement par le Parti Socialiste depuis 90 ans. Donc j'admets que Saint-Nazaire n'est pas duplicable aux 35 000 autres communes. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en politique, le clivage droite-gauche existe encore à certains niveaux. Et d'ailleurs, nos adversaires de droite et surtout de gauche, à mon avis plus à gauche, nous expliquent bien que ce clivage existe encore, qu'ils sont de gauche par exemple et que nous sommes d'extrême droite. Il est absolument impossible de leur démontrer, c'est inutile d'ailleurs, que nous ne sommes pas d'extrême droite parce que selon nous, nous ne serions pas au bout du bout de la droite. C'est inutile de leur démontrer ça. À la fois parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais c'est bien normal, c'est le jeu de la politique dans un conseil municipal, mais je crois qu'ils en sont sincèrement convaincus, que nous soyons au bout du bout de la droite, et que serait toujours la gauche. Même si de fait, ils sont plutôt, eux, le Parti Socialiste, c'est plutôt pour moi, c'est plutôt un centre-gauche pour moi. Voilà, ce serait plutôt l'aile gauche du macronisme à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence du Front National qui pendant des années a eu ce slogan ni gauche ni droite Front National, tout en sachant que le clivage existe? C'est-à-dire que si le clivage existe, quel est l'intérêt de se prononcer sur le nini? Et deuxième question, si le clivage existe, le Front National il est plutôt à gauche ou à droite? Mais le clivage existe, mais pour moi le clivage il est sérieusement érodé. C'est-à-dire qu'on serait encore sous la guerre froide. Ce serait impossible de tenir un discours ni droite ni gauche, parce qu'on aurait l'Union soviétique en face. On ne pourrait pas se dire de gauche.
on nous dirait vous êtes philo-communiste, pour le coup, philo-soviétique. Le contexte étant changé, je pense que le clivage s'est érodé, mais qu'il reste dans l'inconscient des gens et donc qu'il reste dans leur pratique électorale. On est d'accord que le Front National est ni droite ni gauche selon la ligne qu'il a depuis 2000, ce serait difficile à dire, au moins officiellement depuis 2011, même si ce slogan, c'est ce slogan d'une affiche de 2013, et on va dire depuis 5-6 ans. Mais on admettrait la rigueur de dire que le Front National, c'est un parti, pour certains qui y sont encore attachés, ou dans certains territoires, dans le Vaucluse, dans le Var, etc., un parti de droite nationale, par exemple, ou de la vraie droite. Et ça peut s'entendre, par exemple, lorsqu'on constitue des listes pour les élections locales, ou dans des configurations, dans les élections départementales, par exemple, où on a besoin de s'affirmer clairement dans un camp. Mais inversement, autant on pourrait dire le Front National, vous voyez, c'est la vraie droite, ça serait impossible de dire le Front National, c'est la vraie gauche. Donc, effectivement, ou la gauche patriote, ou je ne sais pas quoi, même s'il peut y avoir des éléments de gauche patriote qui viennent au Front National. Donc, ni droite ni gauche, c'est un slogan. C'est pas une réalité parfaite. Moi, personnellement, je me considère ni de droite ni de gauche. Voilà. Je ne me sens pas de droite, je l'ai écrit, je l'ai dit. Je ne me sens pas de gauche non plus, même si j'ai plutôt une sensibilité sociale, que je me considère comme républicain, que je suis attaché au modèle social à la française, au service public, etc., à l'école, à la méritocratie, qui sont plutôt classés à gauche, même si c'est un peu abusif. Mais ni droite ni gauche est un slogan. La vérité, ce serait plutôt de dire les éléments les meilleurs de la droite et de la gauche au sens historique, selon l'acception historique de chacun. C'est-à-dire en remontant au début de la République, enfin au début de la Troisième République. Ça serait impossible de mettre ça dans un slogan, ça serait impossible de théoriser ça dans un seul slogan. C'est commode, c'est commode comme slogan en fait. Quand on fait un historique, lorsque il y avait le traité en 2005 pour l'Union Européenne, traité constitutionnel européen, le non qu'il a emporté a beaucoup été soutenu par des gens de gauche. Donc en fait, ce clivage gauche-droite, en tout cas pour cette élection, il s'est plutôt estompé au profit d'un clivage patrie versus internationalisme ou mondialisme. Pour 2005 ? Oui. C'est grâce au non, c'est grâce aux gens de gauche que le non l'a emporté. Bah, le nom de gauche, il était disparate, c'était le nom du PCF, et puis en majorité, le nom... du PC. Pour moi, le nom majoritaire, c'est le nom du FN, plutôt. Bah, ça devait être 15% à l'époque, 2 ou 3% de chez Villiers, le nom de gauche. Il y a beaucoup de gens, Parti Socialiste, les Montebourg et compagnie, ils ont appelé à voter non. Il y a, oui, la moitié du... On va dire qu'il y a peut-être la moitié du PS qui a appelé à voter non. Je ne suis pas certain que, pour autant, on peut dire que la victoire du non, c'est grâce au Parti Socialiste, ou aux frondeurs de l'époque du Parti Socialiste. Ça serait un petit peu paradoxal de dire ça, alors que ce sont... Il y avait aussi des communistes, etc. Il y avait aussi des communistes, mais les communistes, l'entièreté des communistes de l'époque, ça devait représenter 3 ou 4%, puisque Marie-Georges Buffet a fait 2 ans plus tard 2% à l'élection présidentielle. Alors que le Front National, c'est un bloc, 15%. Plus de Villiers, 2 ou 3%, plus le MNR de l'époque, 2%. Ça fait déjà 20% pour le non. D'où viennent les 30 autres pourcents, forcément un peu du PS. Mais enfin, dire que la victoire du non contre le traité constitutionnel européen, c'est grâce au Parti Socialiste, c'est peut-être vrai factuellement, mais c'est quand même bizarre de dire ça, puisque ce sont des gens qui sont les accélérateurs de la construction européenne, avec la droite, bien sûr. Mais les gens, ils ont le droit d'être incohérents. Ils ont le droit de voter Macron et manifester contre lui 2 mois après, vous voyez. Ouais, bah les gens, ils ont droit de vouloir être souverains. Alors s'il y a des gens de gauche qui à l'époque ont voulu limiter les effets de l'Union Européenne en refusant ce projet constitutionnel, on ne va pas les en blâmer. Mais ils avaient pour ça une autre offre politique, à gauche et à droite et au Front National. Alors on va changer de sujet. J'avoue que j'ai jamais pensé à cette question d'ailleurs, le fait que la majorité de l'électorat non, ça devait être PS. Ouais. On va changer de sujet. Alors à l'heure où les jeunes générations, mais pas que, sont de plus en plus absorbées par les écrans, smartphones, internet, télévision, le combat politique ou la transmission des idées par l'écrit est-il pertinent ? Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel, lire, écrire sur du papier, annoter ses livres et lire de tout. Ne pas se limiter
à lire des choses qui nous intéressent. Lire même potentiellement des choses qui ne nous intéressent pas et s'y intéresser après en découvrant que voilà, c'est quelque chose qui... Oui, mais à quoi ça sert d'écrire dans un journal papier ou d'écrire des livres ou des thèses si la majorité des personnes qui composent l'activité politique dans notre pays sont sur les smartphones, Internet et à la télévision? C'est-à-dire que vous allez donner quelque chose qui ne sera pas lu. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, la politique ne passe-t-elle pas par une autre forme de communication ou au contraire, vous persistez à penser que on pourra toujours diffuser des idées par l'écrit, même si de manière générale, les livres politiques ne se vendent pas aussi bien que ça, et surtout que les gens ils lisent de moins en moins des livres papier? Eh bien, c'est une complémentarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la politique sans les réseaux sociaux, par exemple, ou Internet. Et moi, je dis ça d'autant plus tranquillement que pour le Front National, j'ai beaucoup travaillé à un niveau national avant et maintenant à un niveau local sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une bonne visibilité de comment tout ça s'agence, comment on fait pour communiquer intelligemment, de manière réactive sur les réseaux sociaux quand on fait de la politique. Mais je considère ça comme tout à fait insuffisant. Quand vous lisez sur un écran, quand vous lisez sur un livre, vous n'avez pas les mêmes mécanismes de concentration, votre cerveau, votre concentration n'est pas attirée par les mêmes choses. Vous ne mémorisez pas les mêmes choses. Je remarque quand même que avant Internet, avant l'informatique, quand une organisation politique, même groupusculaire, voulait exister, elle créait un journal. Elle créait un fanzine, elle renéotypait quelque chose, elle faisait du papier pour montrer qu'elle existait dans le débat public. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Un parti politique peut tout à fait vivre sans journal. Ou alors il fait un blog. Même sans blog, un parti politique peut tout à fait vivre avec un site vitrine en produisant des communiqués et des vidéos. Il peut, s'il le veut, faire un journal sous forme même pas de newsletter, vous savez, les trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, type Calameo, vous savez, les espèces de liseuses, un espèce de journal en ligne. Un peu parti politique peut tout à fait vivre en étant comme ça. Alors les partis politiques, plutôt à gauche, il faut bien le dire, qui traditionnellement, d'ailleurs, historiquement, se sont plutôt organisés en journaux, parti communiste, et tous les petits partis... toutes les petites scissions, les petits groupes, etc., eux existent avec des journaux papier. Voilà. En complémentarité et en complément de leur activité militante, mais qui sont des activités militantes assez inutiles, puisqu'ils n'existent pas politiquement. Vous aurez beau lire La Forge, ou je sais pas moi, ou un journal un journal du PCOF, vous lirez un journal qui paraît tous les mois ou tous les 2 mois, avec des articles de fond sur notre politique étrangère, notre politique intérieure, l'agriculture, l'industrie, très bien. Donc il y aura une œuvre intellectuelle, il y aura une théorisation qui est effectuée par ces gens-là. Sauf que ces partis sont inexistants sur le plan politique, et certains d'ailleurs ne se présentent même pas aux élections. Donc là c'est un peu l'excès inverse, c'est-à-dire faire un journal pour faire de la théorie politique, mais pour ne pas exister. Alors qu'à l'inverse, un parti de masse comme le Front National, ou comme le devient, même si ce n'est pas tout à fait un parti de masse, mais c'est le parti qui gouverne la République En Marche, peuvent très bien exister sans journal écrit. Ça n'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est d'être le parti du plus grand nombre. Donc d'avoir un site vitrine en étant réactif sur les communiqués de presse et en faisant ce qu'ils font très bien, des vidéos, etc. Même si je remarque quand même que le Front National, dans son œuvre de refondation, et c'est plutôt sain, propose actuellement notamment de faire, il va lancer, je crois, une revue intellectuelle et différentes initiatives sur Internet. C'est très bien qu'il retrouve cette vision, on pourrait dire, métapolitique, c'est-à-dire faire de la politique en dehors simplement des séquences électorales, en dehors simplement que des communiqués de réaction à tel ou tel sujet. Mais bon, pour la République En Marche, ces gens-là n'ont pas besoin de journaux, voire même de sites internet, Non. étant donné qu'ils ont accès aux médias quasiment tout le temps. Il y a ça, et puis c'est pas leur culture. Ils sont connectés, ils sont objectivement favorisés dans la mondialisation. Donc ils n'ont pas tellement besoin d'être informés sur l'état du monde. Puis ça ne les intéresse pas. Et puis ils ont effectivement un accès médiatique qui est facilité parce que ce sont les candidats du gouvernement, les représentants du gouvernement.
on n'est pas du tout dans un même rapport au combat politique. Puisque pour reprendre ce que je disais sur les toutes petites formations de gauche qui combattent par l'écrit, c'est que c'est leur seul moyen de combattre avec Internet. Les candidats d'En Marche, on comprend qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'écrit. Est-ce que de manière générale, vous pensez que Internet peut avoir un impact sur une élection présidentielle ou pour une élection européenne ou pour l'élection d'un maire ou d'un député ou au contraire Internet reste malgré tout ce qu'on peut en dire et en penser un phénomène marginal et que ce qui compte avant tout c'est l'accès à TF1, RTL, RMC, BFM et compagnie? Il me semble que ce qui compte le plus, ça reste encore l'accès aux médias nationaux, même s'il y a Internet. C'est-à-dire TF1, les grosses radios, RTL, Europe 1, les JT. Internet peut influencer une campagne présidentielle, c'est certain. Il peut influencer des campagnes locales dans les territoires urbanisés, dans les métropoles. C'est sûr qu'à Lyon, à Nantes ou à Paris, on est très intéressé par ce que peuvent dire M. Collomb, Mme Hidalgo sur Internet et même sur Twitter. Parce que leur public est sur place. Et moi, je suis certain que, me concernant le fait que j'ai tweeté chaque jour durant ma campagne législative mes passages dans des toutes petites communes rurales de 800 ou de 1000 habitants, ça n'a servi à rien pour ces gens-là. Ce n'était pas mes électeurs qui ont regardé ça, à part 2 ou 3 personnes. Mais ça servait à communiquer, à montrer aux observateurs curieux, à la presse, à un niveau national. Donc Internet ne sert pas pour toutes les élections, c'est évident. Mais Internet a de plus en plus d'effets sur les élections. Sauf que c'est un effet... Je dirais qu'Internet, paradoxalement, dépolitise sans doute la politique. Parce qu'il ne s'intéresse qu'aux petites phrases, qu'aux punchlines, qu'aux mèmes qu'il peut éventuellement générer, c'est-à-dire ces espèces de gimmicks qu'il va mettre en avant de manière humoristique. Mais ça, c'est pas de la politique, c'est pas de la doctrine, c'est pas des idées. C'est une exacerbation de la forme. Donc Internet, c'est ça aussi. Et Internet fait ce qu'ont fait les médias depuis des années, des décennies, c'est-à-dire s'intéresser à la forme, valoriser la forme, surmédiatiser la forme. L'histoire du couscous, c'est un peu ça. C'est inintéressant cette histoire de couscous. C'est anormal que ça ait fait la une. Mais ça, c'est à cause d'Internet et des réseaux sociaux en particulier. Mais en même temps, ça montre le niveau des gens intellectuels. Ça montre aussi une certaine faiblesse. Ça montre une dépolitisation. Ça va à mon avis. Ça va à mon avis. C'est pas ce genre c'est pas ce genre d'anecdote qui peut forcer les gens à s'investir en politique. Non, on peut être patriote français et manger au couscous ou en Ah oui, c'est aucune importance. Aucune importance. On peut manger des insectes, je dis ça de manière humoristique, mais on peut manger du tofu ou n'importe quoi. Aucune importance cette histoire de couscous. Ce qui est pénible, c'est que ça fasse la une, qu'il y ait des études de VisiBrain ou de choses comme ça pour montrer comment les flux Twitter s'organisent avec des infographies dès que l'affaire du couscous est lancée, quel compte lance l'affaire, etc. C'est inutile. Ça peut être intéressant intellectuellement, mais c'est inutile pour le grand public de savoir comment cette histoire du couscous gate s'est développée sur Internet. Et c'est anti-politique. C'est contraire à ce que devrait être la politique, c'est-à-dire, je ne vais pas dire éduquer, mais faire savoir au plus grand nombre, donner accès au plus grand nombre, aux idées, au monde des idées, voilà. Vous êtes Front National, voilà, on vous donne accès on vous explique qu'est-ce que c'est qu'être patriote. Vous êtes plutôt de gauche, on vous explique qu'est-ce que c'est que les valeurs de gauche. Vous êtes plutôt de droite, on vous explique qu'est-ce que c'est que le conservatisme. Vous êtes communiste, on vous explique qu'est-ce que c'est l'histoire du communisme. Et maintenant, à cause de Twitter et de ce genre de choses, on a une vision totalement dépolitisée, paradoxalement, du politique. Et Twitter y participe forcément, puisque comment voulez-vous exprimer une idée en 140 caractères ? Par définition, c'est même pas une synthèse, c'est une photographie. Donc c'est une valorisation de la forme, c'est une exacerbation de la forme, notamment par l'image.
Je ne sais pas si j'étais très clair dans les dernières secondes. Si, très clair, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens dits de droite ouais. qui se servent de Twitter pour la politique. Mais c'est normal de se servir de Twitter. Moi-même, je me sers de Twitter. Anecdote, j'ai créé le compte Twitter du Front National en 2009 et celui de Marine Le Pen en 2010. On regarde Twitter pour montrer Donc, une photo. Je ne suis pas anti-Twitter. Non, mais sur les Twitter pour montrer une photo, pourquoi pas, mais pour faire passer des slogans, des idées, on abaisse le niveau intellectuel de par le format très court qui est proposé par Twitter. On ne peut pas exprimer des idées. On peut juste envoyer une idée comme un clash, on va dire. C'est utile Twitter c'est utile par exemple pour. Moi, je m'en sers personnellement comme outil d'information, quoi. Étant abonné à des médias, des agences de presse, c'est utile pour s'informer facilement. Oui, pour des choses factuelles, pourquoi pas. Pour des choses factuelles. Mais pour transmettre des idées, je suis plutôt réservé. Moi aussi. Ça peut être utile pour transmettre des citations, par exemple. Ça peut être utile. Mais c'est pas tant la brièveté du système de messagerie, du microblogging qui contribue à ça, c'est le fait que ce soit instantané. Et qui est constamment, qu'on puisse faire des conversations à l'infini comme ça. Ça abaisse forcément le niveau. Voilà, parce que c'est le niveau blog de la politique, quoi. Dans le débat public, particulièrement dans les milieux dits nationaux patriotes, la République a souvent mauvaise presse. La Révolution est perçue très souvent comme une cassure, et l'image véhiculée par nos gouvernements de ces dernières décennies n'est pas là pour arranger les choses. Malgré tout, vous semblez rester attaché à cette idée de République. Pourquoi ? Je considère que le peuple peut être souverain, qu'il peut décider, qu'il peut élire ses représentants, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une autorité surnaturelle, en quelque sorte, providentielle, qui décide à sa place. Je considère que la nation est souveraine. Je ne nie pas, bien sûr, que l'histoire républicaine soit une histoire de fer et de sang, c'est-à-dire que la République s'est faite ici, dans notre région, dans l'Ouest, en Vendée, pas très loin d'ici, par des massacres, par des colonnes infernales, par des tueries de civils innocents, de femmes, d'enfants, etc. Je ne nie pas du tout ça. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait le réinsérer d'une manière ou d'une autre dans le roman national, mais ne serait-ce que dans les livres d'école. Voilà, apprendre qu'il y avait les blancs, mais qu'il y avait les blancs et les bleus, quoi, pas simplement un seul camp. Malgré tout, je reste attaché à la République parce que c'est ce qui est le plus proche de ma sensibilité. C'est le diptyque République-démocratie, et c'est ce qui me correspond le mieux. Voilà, je suis démocrate, même si on m'explique que je ne le suis pas, mais c'est de bonne guerre. C'est mes adversaires qui le font, c'est de bonne guerre. Mais je pense qu'ils en sont sincèrement convaincus que je suis pas démocrate, alors je serais plutôt, à mon avis, un ultra-démocrate, c'est-à-dire vouloir vraiment considérer tout le monde à égalité, sans particularisme. Typiquement, j'ai fait par exemple un dépouillement, c'est une anecdote, hein, je siège au conseil communautaire et on devait élire, il y a 3 mois de cela, un vice-président. Et étant le plus jeune de mon assemblée, j'ai été amené à faire le dépouillement. Et bien moi, quand je dépouillais les bulletins, je lisais strictement ce qu'il y avait sur le papier. Le monsieur s'appelait Claude Aufort. Et donc parfois, sur certains papiers, c'était marqué Aufort, monsieur Aufort, C. Aufort. Et moi, je lisais strictement ce qu'il y avait. Et ça faisait rire les gens dans l'assemblée parce qu'ils voyaient bien que j'étais un peu raide dans ma fonction. Parce que je ne montrais aucun particularisme et parce que j'étais démocrate jusqu'au bout. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de travestir ce que je lisais. C'est une petite parenthèse. Mais je reste attaché à la démocratie, à la République, parce que il nous faut une démocratie qui ne soit pas une démocratie faible, par ailleurs, notamment vis-à-vis des fléaux que nous avons maintenant, terrorisme islamiste et un certain nombre de choses. Mais il faut une République qui, par ailleurs, soit, je dirais un peu une République à l'ancienne. Le système de la Ve République me convient assez bien, avec un régime semi-présidentiel, avec un président de la République qui n'est pas là que pour inaugurer les chrysanthèmes, voilà, qui est censé en tout cas être une sorte
de monarque républicain, même s'il ne l'est plus tellement maintenant. Et cette république idéale-là, république un peu gaulienne, cette république qu'aurait pu être aussi celle du colonel de la Roque s'il avait pu survivre après la guerre. Le colonel de la Roque, c'est une figure du Parti social français qui voulait comme ça un régime présidentiel à l'époque de la Troisième République. Ces modèles-là me plaisent assez. Voilà. Alors, on a bien compris que vous appréciez la démocratie. Pourtant, force est de constater qu'elle conduit à de nombreuses dérives. Le système électif, par exemple, a créé, on le voit bien tous les jours, une caste d'hommes politiques carriéristes, démagogues, essentiellement intéressés par des échéances électorales à court terme. Le suffrage universel pose également de nombreuses questions au vu de la volatilité, voire même de la versatilité de l'opinion publique. Finalement, les systèmes monarchiques, voire héréditaires, est-ce qu'ils ne sont pas plus stables? De fait, ils sont plus stables. C'est factuel. C'est un lieu commun. Et plus fiables aussi. Plus stable, probablement plus fiable aussi, même si la corruption existe dans ces systèmes-là aussi. Ce sont d'autres formes de corruption qui sont liées au népotisme réel que ces systèmes connaissent. Mais ce sont des systèmes qui ne me vont pas, puisqu'ils sont héréditaires. Enfin, toutes les monarchies ne sont pas héréditaires, mais normalement ils sont héréditaires. La monarchie française était héréditaire, avec tous les risques que ça comprend. C'est-à-dire, nous étions mécontents d'avoir François Hollande, mais François Hollande, ça n'était pas Charles VI le Fou. C'était déjà mieux que Charles VI le Fou, parce que quand vous avez une monarchie héréditaire, vous vous exposez quand même à avoir des dirigeants qui sans doute seront très bien, parce qu'ils seront très bien éduqués, ils seront acquis au sens de l'État, au sens du devoir, etc. Et nous avons quantité de grands rois qui montrent l'exemple, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui ne sont pas au niveau. Voilà, soit qu'ils soient corrompus, soit qu'ils soient fous, c'est malheureux, soit qu'ils ne soient pas aussi moraux que leurs prédécesseurs. Mais la République n'évite pas tout ça, en fait. La République, elle n'évite pas tout ça. C'est pas un argument de critiquer la royauté. Mais au moins, il y a une dimension révocatoire, théorique, dans la République. Le peuple fait savoir périodiquement ce qu'il pense aux élections, à condition que le mode de scrutin soit correct. Oui. Ce qui n'est pas trop le cas, puisqu'il n'y a pas le scrutin proportionnel n'est pas la généralité. Le peuple peut donc choisir périodiquement ses représentants. Et puis on a déjà vu des dirigeants qui ont été renversés par le peuple, encore que j'ai pas trop d'exemples. C'est pas un très bon exemple, parce que j'ai pas d'exemple pour les temps républicains. Ce que je veux dire, c'est que si vous critiquez la royauté sous le fait qu'il y a eu des rois qui n'ont pas été bons ou immoraux, une minorité. Je pense que l'argument n'est pas bon, parce que cet argument se vérifie également pour la République. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous disqualifiez la royauté à cause de cet argument... Mais c'est pas essentiellement cet argument. Mais il faut également disqualifier la République en prenant le même argument. Parce qu'on a eu des présidents, on a eu des présidents fous, on a eu des présidents corrompus, on a eu des très mauvais présidents. En fait, Paul Deschanel. Paul Deschanel, j'avais parlé de lui. Ouais. Mais l'angle d'attaque pour critiquer la royauté ne me paraît pas bon, parce que ce même argument, on peut le redonner pour quasiment tous les systèmes. Paul Deschanel, en 1920, s'est retiré. Voilà. Et il a fait une exceptionnelle fin de carrière au Sénat. Paul Deschanel, on dit que c'est un dingo, c'était un orateur exceptionnel, par ailleurs. Hollande, il s'est retiré, mais s'il s'était représenté en 2017, les Français auraient massivement voté contre lui. On ne sait pas ça. Ah si, je pense quand même. Probablement. Sarkozy a été jugé mauvais, les Français ont voté contre lui à 51%. Justesse, hein. De justesse, oui, parce qu'il s'est rattrapé, il s'est représidentialisé à toute vitesse, il a paru bien gérer les choses, même si rétrospectivement ça n'était pas vrai en Libye, en Syrie, etc. Giscard d'Estaing a été mal jugé, les Français n'ont pas voté pour lui. Alors je dis pas que c'est bon ou mauvais tout ça, hein. Je dis pas que Mitterrand ou Hollande c'est très bien, c'est pas du tout mon propos. Mais les Français ont eu cette possibilité, et ils ont aussi la possibilité de le faire à l'Assemblée nationale. Voilà. Chirac dissout l'Assemblée en 1997, le peuple ne reconduit pas la majorité RPR-UDF. Donc c'est bien qu'il y a possibilité théorique d'agir par le suffrage universel. Au-delà de cet aspect, ce sera ma dernière question, indépendamment de la question de la révocabilité des élus, depuis 200 ans, au moins 200 ans,
ou même si on prend les 50 dernières années avec la Ve République, on ne peut pas forcément dire que les fruits apportés par le système républicain pour la France, en termes d'identité, de souveraineté et de rayonnement national, voire international, soient positifs. Ah, moi, je pense plutôt que si. Je pense que la République, par métonymie, quelque part, c'est la forme contemporaine de la France. Voilà. Même si moi, je n'aime pas dire la République tout court. La République, elle est française. C'est pas, faut toujours préciser. Moi, je pense plutôt que c'est un outil objectif théorique, plus que pratique, de puissance pour notre pays. Donc vous êtes content de l'évolution de notre pays les 50 dernières années, ne serait-ce que pour la politique étrangère Je dis pas que je suis content, parce que dans tout ça, il y a deux choses qui me déplaisent. C'est qu'il y a une totale absence de contrôle de nos politiques migratoires. Donc il y a des gros problèmes gros problèmes qu'on n'avait pas avant et qui induisent des problèmes supplémentaires, sécuritaires, de terrorisme, etc. Et puis il y a la construction européenne, dans la forme qu'elle prend, qui me dérange. Et qui sont plutôt, selon moi, des outils de diminution de la puissance française, plutôt que des outils de projection. Ça me déplaît profondément. Parce que même si la France est française, c'est une litote, pour moi c'est une nation universelle. Et selon moi, la construction européenne contraint cette universalité potentielle. Notre seul horizon mental, maintenant, c'est l'Europe. C'est le couple franco-allemand. Alors que nous sommes censés être proches d'un certain nombre de peuples, en Asie, dans le monde arabo-musulman, en Amérique latine, etc. en Afrique. En Afrique, bien sûr, en Afrique noire, dans beaucoup de pays, je sais pas, dans une trentaine ou une quarantaine de pays du monde, on est censé être proche de la Russie, dont on nous explique qu'ils seraient demain des ennemis géostratégiques. On devrait pouvoir s'adresser honnêtement aux BRICS, par exemple, et ne pas considérer ces pays comme ne pas mésestimer ce qu'est leur émergence, et pas simplement leur émergence économique, le fait qu'ils soient des pôles civilisationnels autonomes. Je pense que la République, si elle est bien conduite par des hommes qui sont essentiellement destinés à la chose publique et pas des politiciens, dans ces cas-là, elle peut refaire de la France une puissance mondiale, une grande puissance. Si la République, c'est simplement un régime contractuel où la citoyenneté n'est pas très importante, où c'est le vivre ensemble, si la République est un guichet, si la République c'est l'addition des communautés contradictoires et antagonistes les unes vis-à-vis des autres, et si c'est n'importe quoi en termes de politique étrangère, ça ne m'intéresse pas. Alors hélas, c'est un peu la pente que prend la France actuellement. Mais finalement, c'était aussi un mauvais coup pour la République que nos dirigeants se conduisent comme ça, puisque à cause d'eux, il devient difficile de se dire « je suis pour la République ». Puisqu'on a l'impression que la République, c'est un truc dégueulasse, si vous voulez. Mais c'est plutôt ce qu'ils en font qui est dégueulasse. Le principe théorique, selon moi, reste quand même le meilleur des systèmes. Ce qui en politique revient à dire le moins pire. Voilà, c'est évident que je ne suis pas pour une dictature. Ou un totalitarisme, puisque moi je veux qu'il puisse rester une sphère privée, je ne souhaite pas que l'État contrôle la vie privée des gens, qu'il s'immisce partout. Voilà, je ne veux en aucune façon un homme nouveau, je n'y crois pas. Je ne suis pas pour l'anarchie, c'est évident, mais je ne suis pas non plus pour un système monarchique, même si je reconnais bien sûr l'héritage de 1000 ans de monarchie française, ce que ça nous a apporté culturellement, sur le plan civilisationnel, mais je ne crois pas que ça soit adapté au monde contemporain, qui est quand même beaucoup plus différent, beaucoup plus éclaté que ce monde d'avant des grands empires, si vous voulez. Bah, très bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.